Aujourd'hui, si je remets dans le contexte, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais c'était un cabinet d'expertise comptable qui avait mis sur ChatGPT les données financières de leurs clients. J'ai entendu. Ouais. Et en fait, il y a un autre cabinet qui a posé des questions sur La même question. quelles étaient les données de clients de l'autre. Et en fait, il a eu toutes les réponses. Parce qu'en fait, ChatGPT, c'est dans sa version gratuite où on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'est pas sûr et serein de où part la donnée. Et en fait, tout l'aspect où vous êtes propriétaire de la donnée de vos clients, en fait, dès que vous envoyez ce message, vous l'êtes plus vraiment. Vous avez partagé la propriété avec un tiers. Et donc ça, c'est super important de se dire que tous les logiciels d'intelligence artificielle que vous utilisez, est-ce que oui ou non, ils garantissent cette protection? Ok. Parce qu'en fait, c'est votre réputation qui est en jeu à ce niveau-là. Donc c'est quand même un point plutôt important. Je rappelle que les experts comptables sont tenus au secret professionnel, donc effectivement, il faut prendre toutes les précautions qui vont bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Impulsa. Je suis Grégoire Proust, co-CEO et fondateur d'Impulsa. Et aujourd'hui, pendant ce podcast, avec mes invités, nous allons traiter du sujet suivant: quel usage de l'intelligence artificielle dans le secteur de la comptabilité et de l'expertise comptable. Alors, avant de se lancer dans les différents sujets avec vous, peut-être juste rappeler les quelques thématiques que nous allons traiter. La première thématique, ça va être quel périmètre pour l'intelligence artificielle dans la comptabilité. La deuxième thématique, finalement, quel impact sur les RH dans les sociétés ou dans les cabinets d'expertise comptable, car l'intelligence artificielle va transformer notre métier. Et puis enfin, on va traiter de sujets un peu plus techniques autour de la protection de la donnée, de la RGPD, de la fiabilité de la donnée utilisée à partir de l'intelligence artificielle. Et sans plus attendre, je vais laisser mes invités se présenter, en commençant par toi, Clément. Merci déjà de l'invitation. Je m'appelle Clément, je suis responsable de toute la partie intelligence artificielle générative chez Penny Lane. J'ai un profil technique à la base, donc on va un peu rentrer dans les détails de comment ça fonctionne et comment justement ça va pouvoir s'appliquer à un métier concret comme la comptabilité. Et j'espère pouvoir apporter pas mal d'éléments de réponse aujourd'hui. À toi, Romain. Bonjour à tous, Romain Cornudet, donc associé Impulsa et CEO, je suis en charge entre autres de la BU expertise comptable, donc directeur de production, et je suis responsable aussi des sujets IT et aspects digitaux d'Impulsa. Ok, top. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste avant de se jeter tête baissée dans le sujet qui nous importe aujourd'hui, je voulais vous donner quelques chiffres parce qu'on prépare un peu nos podcasts. Et moi, il y a deux chiffres qui m'ont frappé dans ce que j'ai pu lire. Merci d'ailleurs à Hugo, notre responsable marketing et communication. Le premier chiffre, c'est il y a une étude Gartner qui explique qu'il y a 80% des CFO qui pensent qu'ils vont devoir investir dans les 2 ans massivement dans l'intelligence artificielle. Donc moi, il y a ce premier chiffre qui m'a interpellé. On en a discuté avant, mais il est vraiment, pour moi, très très parlant. Et le deuxième, c'est qu'il y a 75% des équipes des directions financières qui considèrent qu'elles vont utiliser à court terme des applications basées sur l'intelligence artificielle. Donc je pense que ces deux chiffres nous montrent à quel point notre secteur va être impacté par l'intelligence artificielle. Et c'est de ça, messieurs, dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, on va lancer le premier sujet, si ça vous va. Et donc le premier sujet, c'est le périmètre. Finalement, quel périmètre va être de nos métiers, notamment chez Impulsa sur les sujets expertise comptable, et chez vous, éditeur de logiciels pour les experts comptables, finalement, quel métier, quel périmètre va être impacté par l'intelligence artificielle demain. Et je pense que je vais te laisser la parole, Clément, en premier, si ça te va. Voilà, quelle est votre vision aujourd'hui chez Penny Lane, justement, et quel périmètre vous voyez à court terme impacté par l'intelligence artificielle? Ouais, carrément. Quand on prend ces études déjà, je pense que c'est important de contextualiser qu'on parle de l'intelligence artificielle générative souvent, qui est en fait la révolution qui a été portée avec ChatGPT, etc. Et c'est aujourd'hui cette révolution qui fait que tout le monde commence à s'y mettre petit à petit, donc dont les études que tu citais. Et pour nous, si on reprend la partie expertise comptable, on voit vraiment 2 gros aspects. Donc le premier aspect, c'est productivité pour les collaborateurs et dans les tâches au quotidien, pouvoir requêter des informations qui sont disponibles sur le web, avoir des récapitulatifs assez courts, rapides, qui leur permettent de répondre à des enjeux business d'un dirigeant. Sur la révision, il y a pas mal d'aspects, on pourra creuser ensemble plus tard. Et aussi sur la relation client.
C'est-à-dire que aujourd'hui, les clients vont poser plein de questions par mail. Aujourd'hui, comment on peut aider le comptable ou le cabinet à traiter ce flux entrant de messages et en fait de leur apporter des éléments de réponse qui permettent de renforcer la relation avec le client. Donc il y a tout cet aspect-là sur la productivité. Ensuite, le deuxième aspect, c'est on pense que ça va pouvoir aider les experts comptables à créer aussi de nouvelles lignes de revenus et en fait diversifier leur portefeuille en fait de services qu'ils proposent à leurs clients, notamment dans le conseil, et comment on va pouvoir venir aider des gens du cabinet qui aujourd'hui font pas forcément de conseil pour élargir ceci en analysant des états financiers et du coup en leur proposant un moyen facile et rapide de commencer à proposer du service supplémentaire aux entreprises du portefeuille. Ok, hyper clair. Donc là, on a vraiment une vision éditeur côté Penny Lane. Toi, Romain, chez Impulsa, comment tu vois les choses sur comme ça, je dirais, tu vois, les tâches qui te semblent les plus impactées ou impactables dans un futur proche par l'intelligence artificielle? Quel est un peu ton premier Alors retour? pour moi, là, sur l'intelligence artificielle, il va y avoir deux grandes étapes. Donc il y a déjà eu un premier train qui est lancé avec l'aide sur toute la recherche de bases de données type Lefebvre et autres, sur lequel il y a une vraie aide en permanence, et c'est intégré dans votre outil Penny Lane, et le fait de l'avoir intégré aussi dans l'outil de production, ça permet de centraliser aussi et de canaliser un peu le collaborateur, là où aujourd'hui il a une multitude d'informations et d'outils à maîtriser. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Et il y aura une deuxième étape qui va venir avec la facturation électronique, qui va permettre aussi d'ordonner la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une réponse de l'intelligence artificielle qui est structurée, qui répond vraiment de manière individualisée par rapport au dossier, il va falloir que ça soit bien travaillé, que ça soit bien uniformisé pour pouvoir comparer par rapport à d'autres structures, et pour que la réponse soit beaucoup plus apporte une vraie valeur ajoutée et une vraie valeur conseil aux collaborateurs pour pouvoir se figer dessus. Et il y a un gros point sur la qualité de données. Nous, on le voit quand on fait des expérimentations, on se rend compte que on a des très mauvais résultats si on n'a pas travaillé sur la donnée en amont. Et du coup, c'est là où on met un point d'honneur, comme tu le disais, sur la qualité en amont, et sur tout ce que tu disais sur l'aspect en fait intégré dans le logiciel. C'est quelque chose où on s'est rendu compte que, par exemple, sur un autre métier, une autre industrie comme les développeurs, en fait, de l'intégrer directement dans leur outil, on a vu des gains de productivité de jusqu'à 20% aujourd'hui, et on est encore au début de cette technologie-là. Donc, si on arrive vraiment à l'intégrer dans l'outil de travail et qu'on a une intégration qui est vraiment poussée, c'est à peu près ce même ordre d'idée de productivité qu'on pense pouvoir faire gagner. Et dans les 20% que tu évoques, c'est sur de la production, c'est sur des tâches de production, c'est sur des tâches d'analyse de ce qui a été fait, de pouvoir déceler des anomalies et les corriger. Aujourd'hui, vous l'utilisez comment sur l'IA, sur la partie développement? Sur la partie développement, c'est vraiment de la productivité au quotidien. C'est pas des nouvelles tâches. D'accord. Là où en plus sur la comptabilité, je pense qu'il y a des nouvelles tâches qui vont être débloquées. Et là, c'est encore dur de savoir la productivité vu que c'est des nouvelles tâches, et du coup, c'est en fait une nouvelle capacité qui est débloquée. D'accord. Vous avez levé un sujet qui me paraît hyper pertinent, c'est la facturation électronique. Ouais. Si on peut juste faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, comment vous voyez, peut-être commençons par toi Clément, comment vous voyez l'interconnexion? Je pense que c'est Romain qui vient de lever le sujet et ça me paraît hyper important qu'on creuse. Comment vous voyez chez Penny Lane, puisque vous êtes aussi PDP, Ouais. donc facturation électronique, voilà, c'est dans votre programme, et c'est déjà dedans, et vous êtes PDP comme je viens de le dire. Donc comment vous allez interconnecter la partie facturation électronique avec la partie IA, quoi. Est-ce qu'il y a une logique, tu vois, je parle peut-être aussi pour nos auditeurs qui sont pas encore hyper sachants, comment on va interconnecter ces deux briques-là? Comment vous voyez les choses là-dessus? On a des premières ébauches de réflexion à ce niveau-là, où vu que la qualité de la donnée, elle va être très fiable avec la facture électronique, on va pouvoir porter des analyses à ce niveau-là. Et on va pouvoir porter des analyses qui sont très détaillées. Notamment un boulanger aujourd'hui qui veut savoir combien paye, combien coûte la farine chez d'autres boulangers. En fait, toutes ces informations-là, elles seront hyper millimétrées. Et donc nous, avec l'intelligence artificielle qui va pouvoir prendre ce condensé d'informations pour sortir quelque chose d'actionnable pour le dirigeant ou pour le cabinet d'expertise comptable, pour apporter du soutien au dirigeant sur qu'est-ce qu'il peut faire concrètement au quotidien. Et donc, on gagne une granularité de détails qui permet aussi une granularité de conseils qui va du coup avoir une énorme valeur pour un cabinet. Ok, et quand tu sais que la facture électronique, nous on le sait, chez Impulsa, on travaille dessus, etc., on n'arrête pas d'avoir des délais, on doit gérer une espèce de période
un peu une période intérimaire Ouais. pendant laquelle cette facture électronique n'est pas mise en place, mais pour autant, vous, par exemple, en tant qu'éditeur, vous avancez sur des sujets d'IA. Ouais. Donc, comment vous faites vous l'intégrez déjà, vous dites, OK, on gère une période intercalaire où finalement on n'en a pas, ou pas totalement, puisqu'aujourd'hui, votre marché, je pense qu'il n'est pas totalement impacté par la facture électronique aujourd'hui. On en est l'exemple parfait. Mais du coup, voilà, quelle est un peu la stratégie là-dessus, sans révéler de grands secrets? Comment tu vois les choses? Ouais, pas de grande révélation, mais ce qu'on fait, nous, de notre côté, c'est que tout ce sur quoi on travaille avec l'intelligence artificielle, ça nous permet de l'implémenter sur d'autres choses plus tard. C'est-à-dire que là, tout le travail qu'on fait, on construit une infrastructure qui est de plus en plus robuste, qui fait que quand la facture électronique sera prête, on aura toute l'infrastructure qui est prête aussi pour y actionner très rapidement. Donc ça veut dire que dès que c'est disponible, on peut s'attendre que dans les mois qui suivent, on ait l'intelligence artificielle par-dessus qui puisse justement fournir des analyses concrètes et précises. Ok. Et toi, Romain, ta vision CEO, justement, sur cette période un peu intercalaire, est-ce qu'on y va sur l'IA ou est-ce qu'on attend la facture électronique? Est-ce qu'on se laisse aussi porter un peu par nos amis éditeurs de logiciels avec qui on bosse, comme Pennyline? Enfin, voilà un peu quelle est aujourd'hui ta philosophie, si tant est que tu en aies une. Et voilà. J'ai une petite idée. Donc en effet, sur la partie IA, je pense qu'il faut vraiment intégrer les outils pour aider les collaborateurs et répondre de manière plus facile et plus fluide aux clients, en utilisant l'IA pour rechercher dans la documentation, pouvoir faire des états synthétiques de documentation juridique sur lesquels l'information est parfois un peu compliquée à trouver. Je fais une parenthèse, excuse-moi de t'interrompre. Donc premier point, selon toi, l'IA pour mieux répondre aux clients, apporter de la réactivité sur des petites questions que peuvent nous poser les clients. Là, on est côté cabinet d'expertise comptable. Je parle un peu à nos auditeurs aussi pour essayer de traduire bien ce que tu dis. Donc, la première brique, c'est en attendant d'avoir la facture électronique, déjà, j'ai une brique de communication, de petite communication quotidienne avec les clients. C'est ça ce que tu Exactement. dis. Okay. Excuse-moi, je te redonne la parole. Pouvoir brancher l'IA aux boîtes mail pour pouvoir proposer pouvoir faire des hypothèses de réponse en ayant tout un statut de validation de la part du collaborateur. Où là, c'est vraiment important d'utiliser l'IA. On sait la force de l'IA, mais il faut quand même contrôler la donnée parce qu'on est quand même porte-parole pour la donnée financière de nos clients. C'est des réponses qui doivent être individualisées. Donc aujourd'hui, pour moi, sans la facturation électronique, la réponse elle est pas parfaite parce que toute la donnée n'est pas uniformisée. Donc les propositions de réponse qui pourront être apportées par l'IA ne seront pas obligatoirement sûres à 100%. Il peut y avoir des réponses qui correspondent pleinement à la data, mais comme tout n'est pas uniformisé de la même manière, c'est impossible d'avoir une réponse fiable à 100%. Ok. Donc il faut l'intégrer pour faciliter les tâches du quotidien, faire des propositions de réponse, d'accompagnement, de recherche dans la documentation. Je l'implémenterai vraiment comme ça jusqu'à l'apparition et jusqu'au développement certain de la facturation électronique en 2026, où on aura une donnée fiable qui pourra permettre de comparer des choses identiques qui sont classées de la même manière, qui veulent dire exactement la même chose, et pouvoir lire aussi l'ensemble des informations de la facture pour pouvoir faire parler aussi toute cette data dont on a à disposition. Et je rebondis sur ça, sur l'aspect collaborateur, où justement aujourd'hui il y a ce manque de fiabilité, et du coup il y a vraiment ce besoin de validation de ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a aussi tout un travail d'éducation pour les collaborateurs, pour utiliser ces outils, parce qu'aujourd'hui quand on interviewe des cabinets, ils nous disent que c'est une des peurs qui est en fait, est-ce que les collaborateurs vont vraiment l'utiliser correctement et rajouter un esprit critique sur les réponses apportées du bot. Et ça du coup c'est vraiment un point clé dans la formation des collaborateurs. Et après, à garder en tête ce que tu disais sur la facture électronique et la fiabilité de la donnée après ça. La fiabilité de la donnée, elle sera toujours pas garantie à 100%. Donc, c'est pour ça que cette formation des collaborateurs, elle est importante à faire maintenant et elle sera aussi utile quand la facture électronique sera disponible parce que la fiabilité sera certes meilleure, mais toujours pas à 100%. Et on aura besoin de cette double validation. Et on traitera, pour pas spoiler la fin de la suite du podcast, on traitera de tout cet aspect RH, formation, un peu plus tard. Ouais. Mais hyper bien que tu annonces déjà la couleur. On la voit très clairement. Ok, donc là, on a parlé de facture électronique, on a parlé de tout ce qu'on pouvait faire en attendant que l'apparition de la facture électronique qui va être un dénominateur commun à l'ensemble des parties qui vont être dans la chaîne de la comptabilisation d'opérations. Donc ça, c'est hyper clair. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, peut-être en commençant par toi Clément, comme autres tâches sur lesquelles finalement l'IA peut aider? Donc là, on a un peu traité toute la partie, on va dire,
saisie/analyse de la saisie via la facture électronique. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres tâches, le reporting, alors il y a le payroll, mais ça c'est pas le sujet de Penny Lane, donc on va le mettre de côté, mais on en parle aussi beaucoup dans le milieu. Ouais. Mais donc voilà, peut-être les 2-3 tâches que tu vois comme ça immédiatement, sur lesquelles peut-être vous bossez, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je pense que, comme tu le disais sur le reporting, aujourd'hui, on est en train d'essayer de proposer une analyse des principaux états financiers, donc les SIG, le compte de résultat ou les balances, qui permettent du coup à un comptable aujourd'hui en un clic d'avoir un peu une vision globale de quelle est la santé financière de l'entreprise, avec des points d'action possibles pour justement aider le dirigeant à ce niveau-là. Aujourd'hui, on en est à quelque chose qui est encore assez général, donc on voit un peu les gros points principaux. Par contre, pour aller en détail dans chaque sujet et donc d'avoir un conseil concret, ça c'est notre prochaine étape justement. C'est comment on fait maintenant qu'on a pu identifier les 5 gros points d'attention pour un dirigeant, de pouvoir lui dire maintenant sur chacun des points, j'ai l'intelligence artificielle qui va aller regarder en détail ce point-là et me donner du concret dans ce point. Et donc ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler là actuellement. Ok, et moi ce qui peut-être petite parenthèse, côté un peu techos, technique, comment vous bossez sur ce produit chez Penny Lane? Comment vous travaillez sur ces points? Parce que dès qu'on parle d'algo, d'AI, on se dit c'est des geeks dans un coin. Mais quand on bosse comme ça sur des sujets tels que ceux que tu viens d'évoquer, forcément, tu parles à des comptables. Quelle est petite parenthèse un peu sur comment vous avez mis en place vos outils et vos algos? Comment vous avez fait pour construire ces éléments-là? Le processus de développement. Oui, exactement. Merci. Il fallait un ingénieur pour résumer tout ça. Du coup, à ce niveau-là, on a commencé en janvier, où en fait, on a interviewé, je pense, 30 cabinets avec à chaque fois 2 ou 3 personnes, pour essayer de comprendre justement un peu les enjeux dont on parlait au début avec la facture électronique, de quelles sont les vraies problématiques, et du coup d'essayer de mieux comprendre le métier. Comme je te disais, à la base, je suis ingénieur, donc la comptabilité, j'ai appris ça un peu sur le tas sur ces 5 derniers mois, donc j'ai encore beaucoup de zones d'ombre, mais ça nous a permis au moins de mieux comprendre le métier, et de se dire, voilà les besoins concrets d'un comptable. Donc on a une liste, en fait, un peu si on prend techniquement une liste d'entrées, et une liste de sorties attendues avec ces entrées, et il faut qu'on travaille la boîte noire qui est au milieu. Et cette boîte noire, c'est un peu la partie algorithmie, du coup. C'est là que les ingénieurs interviennent. C'est que là, les ingénieurs interviennent. Et donc, on a toute une équipe data. Aujourd'hui, il y a de 10 à 20 personnes qui peuvent travailler sur le sujet. Donc, on est en moyenne 10-15 à travailler dessus. Et on peut monter jusqu'à 20 en fonction des différents sujets à évoquer. Et ça nous permet justement de nous réguler et de faire un retour rapide avec les clients. Je crois d'ailleurs on se revoit jeudi pour justement voir plus en détail dans un sujet. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est on construit quelque chose, on a des premiers résultats, on interviewe 5 à 6 experts comptables. Terrain là, on est sur le terrain là. Avec où on en est actuellement, ou des prototypes, comment ça pourrait ressembler dans le produit, pour s'assurer d'avoir quelque chose qui a été validé par des vrais comptables qui ont l'expertise métier. Ok. Et du coup, Romain, la perche est tendue par Clément. Toi aussi, quel est ton retour là-dessus, sur les tâches que nous, entre guillemets, et je parle aussi aux cabinets, aux associés, aux collaborateurs de cabinets qui nous regardent, qu'est-ce que, voilà, en dehors de la facturation électronique, comme je disais à Clément, qu'est-ce que tu vois, toi, comme tâche un peu routinière ou comme tâche un peu... peut-être à plus faible valeur ajoutée, comme tout le monde dit. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vois, voilà, comme application immédiate? Est-ce qu'il y a des trucs qui te sautent aux yeux? Comme petite chose concrète, l'avantage, comme je disais, c'est tout est centralisé dans un seul et même outil. Donc, c'est de se fixer des indicateurs type dans quelle société je vais être dans des cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, pour pouvoir proposer toute la solution juridique et toutes les obligations légales qu'il y a en face. Des petites alertes. Des petites alertes, oui, il y a des petites alertes aussi. Possibilité selon les sociétés de faire peut-être un catalogue de taxes qui serait applicable pour qu'on puisse se baquer derrière. Il y a de la location de voiture, il y a de l'IMO, il y a un véhicule dans les IMO. Est-ce qu'il y a bien la TVS? Faire un listing de ce genre. Je pense que c'est vraiment la force des outils de production, et le fait que ça soit intégré dans l'outil de production type Penny Lane, c'est qu'on ait tous nos dossiers qui soient dans la base. Donc du coup des requêtes en allant taper tous nos dossiers pour pouvoir faire des contrôles de masse, quoi. De faire des contrôles de masse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur tous les outils qu'on a, on est obligé de le faire dossier par dossier. On a pas avoir cette vue
vraiment hélicoptère, cette vue de hauteur qui nous permet vraiment d'aller très très vite sur des tâches à très faible valeur et de vraiment fiabiliser tous nos contrôles sur ce type de choses avec l'IA. Ok, hyper clair. Ok, et je sais plus ce que je voulais dire, mais je peux rebondir là-dessus. Justement, on s'est rendu compte aussi en posant la question que traiter un portefeuille c'est assez complexe et souvent c'est assez manuel de cliquer sur chaque dossier, d'aller voir un peu les données. Et on s'est rendu compte, notamment avec un cas d'usage qui peut être un peu concret, c'est un nouveau crédit d'impôt recharge, quelque chose qui sort, avec des conditions d'éligibilité qui sont très concrètes, c'est de pouvoir en fait requêter et directement de dire quels sont les dossiers dans mon portefeuille qui correspondent à cette règle d'éligibilité. Et vous, ça vous permet du coup de proactivement et de pointer les dossiers, exactement, et de les identifier. Donc il y a un peu aussi une dimension commerciale. Enfin, ça peut être une dimension commerciale, comme ça avait été expliqué par Arthur à Contatech. Donc en fait, où tu vas scroller ta base client avec l'IA et tu vas les détecter. Tout un tas d'opportunités, soit d'opportunités, soit aussi ça peut être des choses qui ont été des anomalies et venir les corriger. Donc ça peut avoir un but pédagogique et ça peut avoir aussi un but correctif et ça peut aussi avoir un but commercial. Donc hyper intéressant. Ok. Et alors petite question, est-ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui dans la compta et on va y venir aussi quand on va parler de RH, de plus en plus on parle du triptyque data commercial, c'est-à-dire en fait il va y avoir un collab qui s'occupe de la data, un collab qui s'occupe du client et un collab qui s'occupe de la technique. Tu vois un peu, il y a des études qui sont sorties là-dessus, notamment les Moulins. Comment sur la partie technique, donc là usage de l'intelligence artificielle sur tout ce qui va être consultation technique. Je te dis n'importe quoi, j'ai un client qui vient me voir, il me dit j'achète, je fais telle dépense. Est-ce que vous pouvez me dire quel va être le traitement comptable, fiscal, parfois même social dans certains cas. Est-ce que toi, vous, en tant qu'éditeur de logiciel, vous allez pouvoir répondre à nos attentes là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de faire une consultation technique ou une préparation de consultation technique pour nos clients? Je pense qu'à partir du moment où la question existe, c'est-à-dire que vous l'avez quelque part, nous, on peut faire toutes ces recherches de documentation en fait sur des données externes pour apporter ces éléments de réponse. Donc ça, c'est à mettre à portée du cabinet par rapport à des questions déjà préécrites. Donc si vous savez que tel dossier va avoir des questions sur tel et tel aspect, vous pouvez en fait déjà les écrire et nous, on va vous proposer des éléments de réponse à ce niveau-là dans notre logiciel. Ouais. D'accord. Okay. Et ça, du coup, c'est si vous avez la donnée d'entrée et nous, en fonction des sources qu'on va aller regarder qui sont externes et valider de notre côté. Ok, donc concrètement, je suis collaborateur dans l'équipe de Romain. J'ai un client qui me dit analysez-moi le traitement fiscal de cette dépense. Si on donne la bonne donnée input à l'outil, l'outil, l'IA en général, permettra de dégrossir le sujet et après charge au collaborateur de faire les ajustements nécessaires pour le produit final qui sera livré au client. Est-ce que je comprends bien ce que tu me dis? C'est ça, ouais. C'est de prendre des données extérieures pour mettre des premiers éléments de réponse au collaborateur et le collaborateur va retravailler la proposition qui lui a été faite pour s'assurer d'avoir le bon rendu qui correspond aux besoins du client. Ok. Et toi, Romain, comment tu appréhendes ça, tu vois, avec tes équipes comment tu vois la chose? Est-ce que tu penses que ça va être bien pris? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt, un désintérêt on rentre pas encore dans le sujet RH, on va traiter juste après, mais voilà, quelle est un peu ta perception de cette brique-là, on va dire la brique un peu plus préparation technique ou de réponse technique pour les clients? Je pense que il y a les adeptes de la technologie et de l'informatique et autres vont tout de suite matcher. C'est quelque chose qui est assez puissant dans la recherche de documentation. Dans certains cas, je trouve que ça reste encore des réponses standards, parce que ça vient prendre que de la documentation standard, donc le résultat est normal. Il faut, je pense que ce qui est important pour les collaborateurs, c'est leur montrer des cas concrets, parce qu'ils aiment, ils sont très terre à terre, ils aiment bien voir ce qui est concret, et le jour où on arrivera à rendre un petit peu plus individualisable la réponse, là ça va matcher directement. Mais c'est sûr que d'ores et déjà, il faut déjà les habituer à ça, la puissance de la recherche, la puissance de la synchronisation et de la communication entre plusieurs sources de données est vraiment très très importante et fait gagner quand même un temps considérable sur la recherche documentaire. Donc ça c'est vraiment top. Il faut accompagner et mettre du concret par rapport à tout ça. Là où aujourd'hui c'est pour un
collaborateurs, pour des équipes comptables ou autres. Ils aiment bien des choses vraiment très terre à terre, très concrètes ou autres. On peut perdre une partie des acteurs aujourd'hui parce que ça reste trop généraliste, quoi. C'est ça un peu mon analyse par rapport à aujourd'hui l'apport de l'IA par rapport à toutes les questions comptables, sociales, fiscales où il manque encore quelque chose, quoi. Okay. Si je peux me permettre un spoiler là-dessus, vas-y. justement ça on a pris ce point et là ce qui va sortir, donc ça dépend quand on sort le podcast, hein, mais si il sort dans moins de 2 semaines, logiquement vous aurez l'exclusivité où on va pouvoir proposer justement nous des suggestions de plus poussées, en fait, d'avoir une réponse assez générique en premier lieu et en fait derrière avoir potentiellement 4 ou 5 suggestions pour aller plus loin sur un domaine très précis qui correspond aux données d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le code NAF pour en fait resitualiser dans l'entreprise, le nombre d'employés, pour s'assurer qu'en fait ces 4-5 suggestions pour aller plus loin soient contextualisées et du coup permettent aux collaborateurs aussi d'avoir plus de curiosité et de creuser des sujets en fait qu'ils auraient peut-être même pas pensé et qui sont très pertinents par rapport à la typologie de l'entreprise. Et ces 4-5 solutions, on va pouvoir dire je prends pas, là oui, il faut creuser, ou tu vois comment on va c'est par élimination, tu vois, ça va être binaire, toi qui voilà. Ouais, aujourd'hui c'est un peu comme sur ChatGPT où on envoie un message, on a une réponse et directement on aura 4-5 suggestions pour aller plus loin. À partir du moment où on clique sur une des suggestions, on a choisi d'aller dans ce chemin, dans cette branche de l'arbre. Si on prend, c'est exactement. Et donc ça nous permet de creuser cette thématique. Par contre, si on veut revenir en arrière, on n'y a plus accès. Il faudra régénérer la question. Retourner, reposer la question, ou en fait de recreuser en repartant de la nouvelle suggestion, de la nouvelle réponse. Et en fait, grâce à ça, ça nous permet aujourd'hui de ratisser large au début, et en fait d'aller en profondeur là où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée sur un truc spécifique d'une entreprise. J'aurais peut-être dû commencer par ça tout à l'heure, mais du coup c'est pas grave, on fait un petit rétro-pédalage. Vous êtes combien dans l'équipe IA de Pennyline pour travailler sur tous ces sujets-là ? Comme je disais, on est 2 à chapeauter le projet en global. Ensuite, on a une équipe de développeurs où on a une dizaine de personnes qui travaillent dessus, plus une vingtaine à la data qui peuvent travailler sur le sujet. Et comme je disais, en moyenne, on est plutôt sur du 10 qui travaillent sur le sujet. Ok. Donc gros investissement chez vous. Ok, super. Est-ce que vous voyez d'autres sujets qui pourraient intéresser nos auditeurs sur la partie donc là je rappelle on est vraiment sur quels vont être les impacts directs sur le périmètre des collaborateurs d'expertise comptable ou même certains comptables utilisant l'IA. Est-ce que vous voyez d'autres sujets intéressants à lever ou est-ce qu'on passe d'ores et déjà à notre deuxième thématique ? On peut parler de la révision peut-être un peu. Très intéressant. Sur l'aspect révision, on a identifié des cas aussi où ça pourrait être utile à 2 aspects. Le premier, c'est un peu comme on disait sur un niveau portefeuille, de pouvoir détecter des anomalies. Aujourd'hui, on pense que cette intelligence artificielle va pouvoir nous détecter aussi les différentes diligences qui nécessitent de porter un plus grand intérêt ou un œil plus profond pour justement en fait pouvoir prioriser la liste des choses à faire au niveau de la révision. Aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est que c'est dur de faire le bon niveau de révision. Soit on fait trop, soit pas assez. Exactement, Et du coup, c'est comment on fait pour s'assurer que, en priorité, on a déjà traité les choses les plus critiques d'un dossier. Top 5 des risques, Exactement. Au lieu d'aller chercher les virgules. Et donc ça, comment on le met en lumière pour faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, il y a un aspect là-dessus, productivité. Et le deuxième, c'est pour les chefs de mission ou les experts comptables qui veulent avoir plutôt une vision de où on en est sur mes dossiers. Je suis fin avril, j'ai besoin de savoir un peu qu'est-ce qui me reste à faire. D'avancement, ouais. Exactement. Et de pouvoir avoir justement en fait un récapitulatif par dossier, ou même après on pourrait imaginer global, de où est-ce qu'on en est, quelles sont les tâches qui ont été effectuées, et qui est finalement une agrégation de tout le travail qui a été fait par les collaborateurs, les commentaires laissés, etc., qui permettent aujourd'hui avec l'intelligence générative d'avoir une vue holistique et un peu globale de tout ce qui s'est passé sur un dossier. Ok, hyper intéressant. Du coup, question pour toi, Romain. Du coup, sur la partie productivité, Clément pointait du doigt le sujet sur-qualité, sous-qualité, notamment pour la révision. On va avoir tendance parfois à creuser des trucs qui ne devraient pas être creusés parce que finalement, ils sont évidents. Ou alors, à contrario, à pas assez creuser des zones de risque. Moi, je fais le lien avec ton travail de CEO. Du coup, CEO, tu dois gérer toute la partie qualité. Est-ce que tu vois l'intelligence artificielle comme une aide, une assistance, justement, par rapport à ce que vient de dire Clément, à mettre le bon niveau de qualité
devant les niveaux de risque en fait. Alors, je pense que l'IA peut apporter quelque chose de positif où il y a deux aspects. C'est creuser totalement sur un dossier en faisant vraiment une checklist des bases, en disant est-ce que sur toutes les taxes, en fonction des comptes qui sont utilisés au niveau des états financiers, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on a pu passer à côté, et aussi une vue générale où on a un portefeuille pour certains collaborateurs qui peuvent avoir entre 30 et 60 dossiers, pour des managers ou autres qui peuvent avoir presque 200, même plus de dossiers à vérifier ou autres. Donc c'est vraiment pouvoir se sortir des états sur son portefeuille entier, faire des analyses cycliques où on lance un audit de tous les types de sociétés qui travaillent dans tel ou tel secteur, qui ont tel ou tel cas spécifique avec un nombre de salariés ou des taxes qui sont applicables, où je pense que l'IA va pouvoir permettre de synchroniser toute cette donnée, de récolter, de synchroniser, de traiter toute cette donnée pour pouvoir faire des rapports synthétiques pour qu'on puisse aller creuser et voir vraiment là où il y a des problèmes, quoi, et arrêter d'aller trop dans le détail, trop dans les virgules, trop dans les choses, là où on passe parfois à côté de mammouth, pour faire plaisir à l'associé Maxime. Et pour nuancer un peu ça, je pense qu'il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que c'est pas quelque chose de magique, donc il y a encore une fois cet aspect fiabilité, et sur toute la liste des choses que tu citais, il y aura aussi des choses qui sont pas de l'intelligence artificielle, qui sont juste en fait des règles purement mathématiques. S'il se passe ça, alors c'est une anomalie. Et en fait, ça, on va pouvoir les avoir en quelque chose de concret, donc qui sera 100% fiable, et on va rajouter de l'intelligence artificielle par-dessus pour permettre de les remonter dans le bon ordre de priorité. D'accord. Mais ce sera pas l'intelligence artificielle générative qui est capable de détecter ces anomalies directement, pour justement garder le côté que ces anomalies, on est sûr qu'on les a traitées, qu'on n'en a pas loupé, parce qu'on a la liste un peu checklist qui a été faite, qui est purement mathématique et fiable à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'il y a toujours ce risque-là, où tu vois, si tu fais une analyse sur tout ton portefeuille d'une certaine typologie d'entreprise, et l'intelligence artificielle peut louper une ou deux entreprises qui correspondent à ces critères aussi. Donc à garder en tête qu'il faut aussi garder un niveau de regard critique, ou de se dire en fait j'ai une vue globale, mais dans ma prise de décision il faut que je sache que j'ai peut-être que 90% des informations disponibles devant moi. Ok. Donc, question, je t'en prie Romain, tu J'ai voulais une petite rajouter question par rapport à, donc t'es rentré tout à l'heure sur le sujet où ça va être plus concret. D'ici 2 semaines, vous allez sortir une nouvelle fonctionnalité. On va pouvoir sortir des choses un peu plus individualisables au niveau du dossier. L'IA donc s'alimente de toute cette donnée, de toutes ces choses. Donc ça va s'alimenter au niveau de notre cabinet avec les dossiers qu'on a dans Pennyline, mais ça va aussi s'alimenter, je suppose, avec les données des autres sociétés. Non. Mais alors, pas en chiffres, mais est-ce qu'en éléments de réponse, par exemple, si tu poses une question atypique sur un sujet fiscal ou autre, est-ce que le fait d'avoir d'autres clients qui ont posé la question et qui ont cliqué sur tel ou tel lien plutôt qu'un autre, est-ce que ça va alimenter la réponse que vous allez afficher pour l'utilisateur? Comment vous allez intégrer en fait toute la donnée qui est disponible dans les dossiers sans donner des données confidentielles, mais pour pouvoir fiabiliser et encore plus apporter une valeur top à l'utilisateur. Et capitaliser finalement sur ce qu'auront fait les autres. Alors messieurs, on spoil pas la troisième partie qui est sur la protection des données et sur l'utilisation de la donnée et la sécurité encore une fois de la donnée qu'on va utiliser. Donc mais Clément, je t'en prie. Sans rentrer dans le détail sur l'aspect sécurité, je pense que donc premier point, c'est on va pas faire en sorte que l'intelligence artificielle s'entraîne sur les données d'un autre cabinet. Ça c'est sûr. Par contre, sur tout ce qui est des données externes, pour avoir un meilleur élément de réponse, nous on utilise énormément un système de feedback aujourd'hui pour évaluer la qualité de réponse de nos assistants. D'accord. Et du coup, ça c'est centralisé, c'est-à-dire que si un cabinet nous dit qu'une réponse n'était pas bonne sur un aspect fiscal très précis, on va pouvoir voir qu'on n'était pas bon sur cette réponse, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le mécanisme, dans l'algorithme, et le traiter. Et du coup là, ça va régler le problème pour tout le monde. D'accord, ok. Par contre, tout ce qui est entraînement sur de la donnée, on va pas faire en sorte que ça communique entre cabinets. Parce que je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est la propriété du cabinet. Du coup, Clément, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un truc qui me paraît assez intéressant. On a parlé de la donnée comptable que tu allais utiliser, pré-mâchée pour sortir des rapports et pour aider le collaborateur comptable justement via l'intelligence artificielle. Moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que à un moment, on peut imaginer que dans votre outil, donc dans Pennyline, on puisse non seulement se baser sur la comptabilité qui est faite dans Pennyline, mais Pennyline étant intégré à tout un tas d'autres outils, est-ce qu'on va pouvoir exploiter aussi
cette donnée avec l'intelligence artificielle et ainsi multiplier finalement le lac de data qu'on va aller attaquer. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? L'avantage, c'est que Pennylane, c'est un peu un outil tout en un déjà, qui est et côté dirigeant et côté cabinet. Ouais. Donc il y a tous les outils du dirigeant qui sont connectés et la plupart des outils du cabinet qui sont connectés. Et ça, on a quand même déjà pas mal d'intégration et on travaille au quotidien pour élargir ce catalogue d'intégration. En fonction des demandes des clients notamment. Exactement. Et donc on peut imaginer que dans un premier temps, sur les connexions les plus fréquentes, de pouvoir récupérer ces informations parce qu'on est déjà connecté avec eux. Donc par exemple, si on prend un outil comme Silae, qui est énormément utilisé aujourd'hui, on va pouvoir aller récupérer des outils, des informations qui sont dans Silae pour justement proposer des informations ou des résultats plus pertinents qui se basent sur ça. Donc notamment sur Silae, ça va être tout ce qui est nombre d'employés qu'on va pouvoir récupérer de cette façon-là. Pour analyse de la masse salariale, je te dis n'importe quoi, évolution... Ou même les conseils qu'on donne à une entreprise de 5 employés ou 500 employés. Des seuils, complètement dépassements de seuil, etc. Exactement. Ok, hyper clair. Donc, si je résume ce qu'on vient juste de se dire, et je pense que c'est important pour nos amis qui nous écoutent, on va pouvoir non seulement analyser la donnée comptable, mais toutes les données périphériques qui vont venir être intégrées via votre outil. Et ça, juste pour remettre un peu de nuance aussi, c'est chaque connecteur, ça nous demande du travail supplémentaire. Donc, on va prioriser en fonction des outils les plus disponibles. Mais à terme, c'est une vision long terme qui est complètement ce qu'on voudrait faire. Là, on parle plus de potentiel carrément. Ou de philosophie que de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en fait. Donc sur cette partie-là, ouais. J'entends tout à fait ton point et on reconnaît là la prudence de l'ingénieur. Donc, ok. Bah écoutez messieurs, je pense que sur le périmètre, je pense que nos auditrices et auditeurs sont beaucoup plus clairs. Moi, il y avait un deuxième sujet qu'on a voulu traiter ensemble dans ce podcast et que je veux absolument que vous traitiez aujourd'hui. Vous venez là d'expliquer au cours de la dernière demi-heure qui vient de s'écouler la puissance de l'intelligence artificielle, tout ce que ça va créer et générer comme possibilité pour les entreprises, mais il y a tout un tas de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui se disent quel impact sur mon travail finalement. Donc en tant que comptable, en tant que collaborateur comptable de cabinet, moi aujourd'hui je t'écoute Clément, je t'écoute Romain, ok, très bien, mais je m'interroge et j'ai besoin d'être rassuré. Donc aujourd'hui je me fais un peu le porte-parole de nos auditeurs et auditrices et je vous demande finalement comment on va créer ce nouvel équilibre entre d'un côté l'IA, de l'autre les éditeurs de logiciels et puis enfin on est le secteur d'expertise comptable, on fait du service, donc c'est des femmes et des hommes qui produisent des analyses, qui traitent de la data. Donc comment vous voyez ce nouvel équilibre et comment on va arriver à quelque chose de sain pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait on transforme pas les cabinets d'expertise comptable en robots. Comment on va faire pour gérer ça ? Ça c'est un peu la thématique de base. Donc, je ne sais pas si on peut commencer à la traiter. Clément, je ne sais pas si tu peux... Comment vous voyez les choses, vous qui êtes en train de travailler dessus, vous remontez de la data terrain, vous discutez avec des cabinets. Comment ça marche ? Comment ça va marcher dans le futur ? Aujourd'hui, un des points où j'ai voulu me concentrer aussi, c'est la fiabilité. Donc, on n'est pas sur quelque chose de fiable et il faut toujours un deuxième regard. Et je peux faire une analogie avec un orchestre. Pour moi, aujourd'hui, si tu mets un orchestre avec que des musiciens sans chef d'orchestre, tu vas avoir un peu une quinquanphonie ou du bruit un peu dans tous les sens et ça va pas fonctionner. Et moi, je vois vraiment le collaborateur comme le chef d'orchestre de tous ces outils qui, en fait, est là pour orchestrer et organiser pour avoir justement le bon résultat à la fin. En fait, il a beaucoup plus un rôle de réflexion sur comment aller vers la bonne étape et en ayant moins de besoin de profondeur pour se dire c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, il lui faut plus un aspect global et prendre du recul sur quel est l'objectif que je veux faire et comment j'apporte de la valeur. Et après, il aura un tas de petits outils qui va aller lui permettre d'effectuer ces petites tâches. Ok, hyper clair. Alors du coup, je me tourne vers Romain, puisque maintenant on sait que le collaborateur qui nous écoute ou la collaboratrice qui nous écoute va être un chef d'orchestre. Romain, comment tu vas lui donner la baguette pour manier tout ça et pour faire en sorte que, je dirais, tout ça soit harmonieux
et que ça fasse pas mal aux oreilles. Comment tu vas faire pour leur donner la baguette à ces chefs d'orchestre? Alors, moi, je vois la chose avec des profils et des compétences particulières par rapport à ça. En 2026, avec la facture électronique toujours, il va y avoir une autre organisation. Il va y avoir 3 grands profils. Il va y avoir le profil un peu commercial, donc c'est-à-dire qui va être alimenté de rapports, qui va avoir plein d'alertes, qui va pouvoir apporter une dimension conseil et qui est habitué déjà à parler aux clients et tout cet aspect-là. Il y a l'aspect contrôleur, comme le disait Clément. On va être livré de rapports automatisés, de données pré-remplies, chose qu'on a déjà par exemple dans la déclaration de TVA avec le fait que ça soit pré-rempli avec les données qui viennent de l'Union européenne. Il y a toujours des anomalies, il y a toujours des écarts qu'il faut expliquer. Il y a des choses qui nécessitent un travail derrière et valider les chiffres. On est des hommes de chiffres, on a besoin de comprendre comment ils ont été construits. Et les dirigeants aussi, quand ils ont besoin de payer les TVA ou autres, ils vont demander d'où sortent ces chiffres et qu'on les valide. Donc on sera là pour ça. Et voilà, il va falloir qu'il y ait des personnes qui contrôlent ce qui a été fait par l'IA. Et il va y avoir le troisième profil de personnes qui vont mettre un peu en musique tout ça avec tous les outils. Où déjà depuis quelques années, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de data, les clients ont chacun leurs outils pour répondre à la production de CRM avec toutes leurs spécificités métiers. Je pense qu'il y a vraiment un profil qui va s'organiser dans les différents cabinets où il va y avoir des brancheurs de tuyaux qui vont optimiser les meilleurs outils dans tel ou tel cas. Tu fais telle activité, il faut ça, il faut du payfil, du CA, tu fais une activité de boucherie, il faut telle caisse qui est reliée avec ton outil. Enfin bref, une optimisation pour que la communication se fasse bien sur l'aspect Facture X, sur l'aspect activité. Et une fois que tout est bien branché, hop, ça donne à l'équipe technique qui va faire tous ces contrôles et qui va parler et vendre aux clients, quoi. Ok, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On revient un peu sur cette espèce d'organisation un peu futuriste dont tout le monde parle déjà depuis 2-3 ans. Donc, un expert data, un technicien, un contrôleur et un commercial. Mm-hmm. En fait, il y a 4 grandes structures comme ça de collaborateurs. Exactement. Ok, ça c'est ta cible. Okay. Entre-temps, il y a cette fameuse baguette. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vas donner comme outil? Tu prends un collaborateur aujourd'hui classique, 40 dossiers, un peu de tenue, un peu de révision, un peu de voilà. Comment tu vas le faire basculer dans l'univers Alors, je te demande pas d'être devin, on n'a pas de cristal, mais comment tu vois ça, toi? Il faut l'accompagner, il faut le former aussi pour développer toutes ces compétences sur l'aspect. Je pense que il va y avoir des profils qui seront spécifiques dans tel ou tel cas. Il y en a qui seront plus commerciaux, il y en a qui seront plus techniques, il y en a qui seront plus à brancher les tuyaux. Donc naturellement, tu me dis là, excuse-moi de t'interrompre, c'est important ce que tu viens de dire. Il y aura de la spécialisation. Naturellement, toi tu penses, t'as peut-être 80% des collaborateurs qui naturellement, tu vas réussir à les orienter vers une catégorie ou une autre, c'est ça? Je pense ça va. Alors, on aime bien le côté généraliste. Je pense qu'on est quand même un métier où on est très généraliste. Le client nous pose une multitude de questions sur des champs divers et variés, ce qui fait vraiment la richesse de notre métier, mais aussi la difficulté. Où là, l'IA répond bien déjà en allant chercher dans toutes les bases de données qu'on a pour pouvoir apporter une réponse au client. Donc, le collaborateur, même s'il se spécialise, il aime bien comprendre tous les tenants et aboutissants et avoir un peu la vue sur toute la cartographie qui peut lui être proposée. Mais on va vraiment aller sur de la spécialisation. La spécialisation, elle a déjà eu lieu de toute façon déjà depuis quelques années, où auparavant, dans les cabinets, c'était assez courant, il y a encore 15 ans, de faire de la compta, du social, du juridique, de faire tous ces métiers-là. Aujourd'hui, même dans les cabinets qui comptent 5 collaborateurs, on voit des profils qui sont spécialisés. Il n'y a plus une personne ou très peu qui font de la paye, du compta, de la compta, du juridique ou autre. Et on a déjà fait un pas en avant. Le collaborateur, il sait s'adapter. Bon, ça fait quand même 10 ans qu'il est alimenté par ça, entre tous les outils, l'ossérisation, mais il a réussi, il sait s'adapter, mais il a besoin de voir un peu tout le champ des possibles et la cartographie entière, donc il faut le former pour qu'il voit des choses concrètement, mais il va y avoir clairement de la spécialisation, quoi. Ok, donc du coup il y a un aspect hyper important que tu viens de mentionner, la formation. Donc moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ok, la brique technique, nos amis éditeurs ils vont nous la donner. La brique un peu soft skill, où est-ce que je vais, comment je vais accepter mon nouveau travail, comment je vais devoir rentrer dans des nouvelles cases. Donc là, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est RH, amis RH, vont nous aider. Donc toi, tu vois quand même un truc où il va y avoir... et encore, RH dans les structures,
dans les cabinets d'expertise comptable ou dans des directions comptables de groupes dans lesquels il y a des RH. Et donc, il va y avoir un gros travail à faire dans les plus petites structures, peut-être par l'expert comptable lui-même ou l'experte comptable. Et dans les structures peut-être un peu plus importantes qui ont la chance et les moyens d'avoir un DRH. Donc là, il va y avoir un travail, j'imagine, moi je parle sous votre contrôle, un gros travail à faire entre le côté prod et le côté RH. Parce que si tu orientes mal tes collabs vers les catégories que tu as listées tout à l'heure, il va y avoir un problème dans la production quelque part. À un moment, c'est toi qui gères ça, il va y avoir un souci. Donc moi, ce que j'entends et qui me semble important, c'est gros travail à faire d'identification, de développement RH, de formation. Et ok, donc ça me semble être un point important pour nos auditrices et auditeurs qui écoutent. Il y a déjà quelque chose qui s'est ouvert quand même depuis quelques années où maintenant les collaborateurs. Alors il y a deux choses. C'est déjà les collaborateurs plus jeunes sont déjà formés par ça à l'école un peu plus. Il y a toute la partie, toutes les nouvelles matières qui sont inculquées et aussi le poids maintenant de toute la partie IT qui est vraiment bien intégrée. Donc ça c'est important. Donc ça peut être aussi un monteur. C'est-à-dire pour les cabinets qui n'ont pas obligatoirement de RH ou autre, faut s'appuyer aussi sur la jeunesse qui peut être force de proposition, qui peut amener son nouveau point. Opportunité pour les collaboratrices, les collaborateurs les plus, excuse-moi, je vais employer un terme, geek, de finalement prendre le manche. Innovant. Voilà, exactement. Prendre le manche et aider les cabinets. Voilà, donc il y a peut-être des vocations aussi qui vont se créer. Ok, hyper intéressant. Ça, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer de cette force qui arrive sur le marché, qui a plus de toute façon envie de faire de la saisie haute. Donc ça tombe bien, on va y arriver enfin en 2026, j'espère quoi. Et donc du coup, faut vraiment s'appuyer dessus. Et ça fait depuis 5 ans à peu près, ces collaborateurs, ils ont plus envie de faire de la tenue, de la saisie, ils ont envie de voir autre chose. Donc ils sont déjà familiarisés avec d'autres types de missions, type mission RAF, où ils sont envoyés dans les entreprises où ils voient déjà un autre environnement, ils voient d'autres choses. Donc ils ont déjà commencé là. Il y a déjà une métamorphose qui a été faite où la tenue, la tenue, ça représente encore un peu de temps. Il y a encore 30 à 40% du temps des collaborateurs qui peuvent être faits sur ces tâches-là. Mais tout est ouvert. Au niveau esprit, tout est ouvert, rien n'est fermé. Il faut savoir bien les accompagner. Il faut se concentrer aussi sur des outils, pas ouvrir la multitude à tous les possibles, quoi. Il faut se concentrer et bien former. Il faut écouter et vraiment se baser sur cette jeunesse qui est formée, qui a eu qui a suivi à l'école des formations et qui peut être vraiment une force pour les structures plus petites, même plus grandes. Hein. Il faut pouvoir s'appuyer dessus, quoi. Si je fais le parallèle, nous, ce qu'on a fait chez Pennyline, parce qu'on utilise aussi l'intelligence artificielle en interne. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des cas d'usage, ils venaient du bas, justement, dans l'idée où c'était pas le haut management qui disait utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre quotidien, mais c'était plus des cas d'usage qui montaient et qui ont permis justement à d'autres personnes de aussi aller sur le sujet, parce qu'ils voient leur collègue qui va un peu plus vite ou qui fait une action d'une façon un peu plus innovante. Il y a de l'émulation. Il y a de l'émulation qui se crée et ça s'est fait assez naturellement chez nous. On a un outil complètement intelligence artificielle en interne et on se rend compte qu'aujourd'hui on a 285 personnes sur 450 qui l'utilisent chaque semaine et à peu près 120 personnes chaque jour. Et ça, on a seulement fait 3 ou 4 formations en interne, on en a parlé à 3-4 moments différents, donc pour dire que ça existe vraiment. Et après, ça s'est fait un peu tout seul par bouche à oreille. Ok. Donc le changement va venir de vous, entre autres. Ok, non mais c'est vraiment passionnant. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit, Romain. Je regardais parce que je m'occupe accessoirement des RH chez Impulsa. Et ce que j'ai vu, c'est que maintenant, il y a des masters et des écoles de compta qui proposent des UV et des modules de data. Donc c'est là où voilà, le monde de la formation, le monde universitaire, il est aussi en train de se caler. Donc j'ai envie de dire, tous les faisceaux, ils tirent tous dans la même direction, ils vont tous dans la même direction. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Donc ok. Et qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez des risques RH on va peut-être parler de choses un peu moins sympathiques. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous avez des craintes de laisser des collaborateurs je pense notamment à celles et ceux qui nous écoutent qui sont peut-être dans la catégorie peut-être plus de 45. Voilà. Est-ce que vous voyez des risques là-dessus
Voilà, quel est un peu votre point de vue? Comment on pourra accompagner aussi voilà, moi, je suis dans cette case-là, donc j'en parle facilement. Et parfois, je me sens complètement dépassé. Mais je suis hyper heureux d'avoir des jeunes dans la boîte qui nous aident justement je veux dire, à avoir moins peur et à voilà, monter la pente avec eux. Mais du coup, voilà, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Je pense que c'est une transition qui existe et c'est pas forcément une question d'âge, c'est plus une question de volonté d'aller avec ces technologies. Et je pense que ça va faire un peu comme quand on est passé du papier aux premiers outils. Voilà, à la démat, c'est qu'il va y avoir des gens à qui ça va plus convenir, mais on sait aussi qu'il y a des dirigeants qui aiment encore travailler avec du papier. Donc je pense qu'il y aura encore un peu de la place pour ces gens, pour des dirigeants spécifiques, mais c'est sûr que dans des cabinets beaucoup plus innovants qui veulent avancer avec des dirigeants innovants, je pense que ça peut poser un problème à ce niveau-là sur du long terme. Ok, bah là encore, je pense qu'il y aura un peu de boulot pour nos amis RH pour essayer justement d'aider ces personnes-là pour les amener dans la transition que tu viens d'évoquer. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc. Non, je pense que c'est vraiment pas une question d'âge. Je pense qu'on a pu le voir, on a mis pas mal d'outils et autres chez Impulsa en place, et c'est pas obligatoirement ceux qui ont passé 45 ans qui sont les plus mauvais élèves, loin de là. Donc je pense que c'est vraiment une question de volonté. C'est à nous aussi d'accompagner, voilà, avec une politique qui est bien claire, un choix qui est assumé, une stratégie qui est vraiment bien claire pour tout le monde, assez de transparence pour que tout le monde soit emmené et que mais c'est sûr, il y a une chose qui peut faire peur, c'est ça va vite. Maintenant, ça va très très vite et même moi j'ai 39 ans. Parfois le train, je trouve qu'il va très très vite, mais faut réussir à le suivre. Mais c'est la seule chose qui peut faire peur, quoi. Mais je pense que c'est un train qui va vite, mais aussi dans une bonne direction. Pour rebondir, je pense que c'est pas une technologie qui va retirer de l'emploi ou des gens dans les cabinets. Je pense que ça va ajouter de nouvelles missions, et donc en fait le nombre d'employés par cabinet va pas diminuer. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément un risque là-dessus. Par contre, les tâches au quotidien vont avoir aussi beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc c'est un train qui va vite, mais qui apporte aussi beaucoup de plaisir au quotidien dans la tâche de l'expert comptable, qui en fait se dirige vachement plus vers de l'accompagnement spécifique et personnalisé du dirigeant, et donc plein de cas d'usage et de cas concrets qui sont hyper diversifiés, hyper complexes et hyper intéressants. Il y a un truc qui va être une vraie force. On va enfin parler du présent aux dirigeants, sauf dans les grosses structures qui nécessitent des closings à J+5 ou autres. On parle de chiffres présents. Dans les structures un peu plus pour les dirigeants pour lesquels le financier est l'accessoire ou autre, on va pouvoir se figer avec des données qui sont au jour le jour. C'est-à-dire on va pouvoir parler du présent et pas parler de chiffres d'il y a 6 mois. Donc ça va être aussi plus facile de pouvoir attirer et de pouvoir peut-être investir et se faire comprendre de manière plus facile avec l'entrepreneur, quoi, sur la partie financière. Tu mets le doigt sur un sujet, je pense, qui est important. On a traité du périmètre de l'IA dans la compta, on a traité de l'impact que ça pouvait avoir au niveau RH. Là, tu mets le doigt sur un sujet quand même important, c'est les clients. Donc, si on développe un peu ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça va apporter aux clients, selon toi, tu vois, à court, moyen terme, comment tu vois les choses? Est-ce qu'on va améliorer la qualité du service? Est-ce qu'on va améliorer la rapidité du service? Est-ce que tu vois d'autres éléments importants? L'impact sur le pricing, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu vois là-dessus? Il va y avoir plusieurs choses. Je pense que on va avoir ce phénomène qu'on connaît de la part de certains clients qui vont dire votre tâche est diminuée, donc votre intervention est réduite, donc les honoraires vont baisser. C'est ce qui fait peur aussi aux collaborateurs en disant on va enlever, vis-à-vis du client, notre travail ne va plus être valorisé. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, tout ce travail-là, il était temps qu'on nous l'enlève et qu'on puisse se baser et passer à autre chose. Donc ça c'est positif. Et pourquoi avec certains entrepreneurs on n'arrive pas à les captiver, c'est qu'on parle de chiffres d'il y a 6 mois à chaque fois. Donc ils disent c'était il y a 6 mois. Donc il y a une stratégie, il y a d'autres problématiques qui se sont faites en 6 mois, quoi. Donc la temporalité des analyses pour toi, c'est-à-dire analyser plus vite et revenir vers le client plus vite, ça va apporter de la valeur ajoutée au client, si je résume ce que tu veux dire. Et donc, quelque part, tout le monde va s'y retrouver. Exactement, on va être capable de délivrer plus vite, le client va avoir l'info plus vite. Donc, on va peut-être perdre sur la partie revenu saisie, mais on va être capable d'apporter plus de réactivité et peut-être du conseil supplémentaire derrière. Encore plus, et avec la fonctionnalité, je pense que j'attends, mais beaucoup attendent aussi, c'est le fait d'individualiser les consultations IA.
pour que ça réponde pleinement aux chiffres, à la structure, à l'organisation de la structure, pour qu'on soit pour qu'on ait un vrai soutien et qu'on puisse communiquer avec le dirigeant, chose que ne fera pas l'IA. Certains, nous on est quand même le client, on a quand même une relation de confiance avec lui, et il faut qu'on puisse se baser avec des résultats et des études qui sont individualisés pour pouvoir apporter quelque chose de positif au client, quoi. Et même plus que de la réactivité, de ce que vous disiez, pour moi c'est de la proactivité carrément. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, le cabinet comptable puisse anticiper les problématiques qui vont arriver. Et donc, en fait, si je me mets dans la peau d'un dirigeant, de me dire, OK, en fait, mon expert comptable, aujourd'hui, il m'apporte pas juste ce qu'il doit m'apporter avec les honoraires. C'est qu'en fait, j'ai un vrai service qui, en fait, aujourd'hui, est limite du DAF part-time, en fait, d'une certaine façon, où ils vont avoir, en fait, un niveau de conseil qui les aide au quotidien dans leur gestion. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant en tant que dirigeant. Bon, là, tu nous tends la perche pour le sujet de la prédictive, du prédictif ou de la prédiction, puisque l'intelligence artificielle, une de ses qualités, c'est qu'elle va être capable, qualité, c'est pas une personne, mais une des fonctionnalités que j'imagine vous allez développer, ça va être tout ce qui est prédictif. Je dis n'importe quoi. Je suis comptable d'une PME, j'utilise un outil d'intelligence artificielle, je vois le compte en banque qui, je te dis n'importe quoi, 3 mois de suite, baisse significativement. Donc, à un moment, j'imagine, vous allez avoir des sortes d'alertes qui vont être mises en place par l'outil d'intelligence artificielle et qui vont dire aux clients, attention, warning, la trésor, ça fait 3 mois qu'elle est en train de s'effondrer. Donc, continuité d'exploitation, refinancement, etc., etc. Et là, on va pouvoir aller vers le client et lui proposer un prévisionnel de trésorerie, une assistance pour aller chercher un financement. Enfin voilà, tout un tas de choses. Et je pense que c'est aussi à ça que tu faisais référence. Ça c'est un gros aspect où c'est pas forcément que de l'intelligence artificielle, parce qu'encore une fois il y a la plupart de ces règles c'est le trigger. Le trigger, c'est comment on va communiquer cette information au comptable et de la bonne façon sur quelles sont les étapes à prendre une fois que cette anomalie est détectée. Donc c'est-à-dire de pouvoir lui dire il y a tout ça qui va pas, voilà en fait ce que tu pourrais proposer à ton client de l'autre côté, et ce qui aiderait justement les collaborateurs d'avoir en fait cet aspect un peu plus conseil, de pouvoir dire, OK, je connais mon portefeuille, j'ai mes 40 dossiers, j'ai les anomalies, on m'a proposé des choses que je peux proposer à mon client, je me rends compte qu'en creusant un peu et mettant ma curiosité, je vais pouvoir proposer exactement la bonne chose aux dirigeants et du coup de l'accompagner par rapport à ça. Parce qu'en fait, si tu as une anomalie mais que tu sais pas quoi faire en face de cette anomalie, ça aide pas forcément non plus. Okay. Et l'aspect intelligence artificielle, elle sera plutôt sur j'ai l'anomalie, qu'est-ce que je dois faire par rapport au dossier du client. Okay. Donc, renégocier avec tes fournisseurs, réduire les temps, les délais de paiement, toutes ces choses-là. Ok. Du coup, on a parlé du basculement des équipes vers un nouveau rôle. Là, on a parlé de ce que pourra aussi nous aider à faire l'outil. On parle beaucoup de conseils dans la profession. Tu parles à un client, il te dit, moi je vous paye, mais je veux du conseil. Tu fais un pitch pour un client, oui mais moi je vais pas vous apporter que de la saisie, de la revue de dossier, je vais vous apporter du conseil. Donc du coup là on voit que via l'IA va y avoir des opportunités, puisqu'on va être capable d'identifier des anomalies, des choses qui doivent être remontées au client. Du coup moi Romain, assez naturellement je te pose la question de comment, selon ton avis et selon toi, comment les cabinets vont devoir se structurer pour exploiter cette donnée et basculer encore plus facilement vers le conseil. Je pense en effet, il va falloir y aller en plusieurs étapes. On va avoir encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une multitude d'informations et on va en avoir encore plus. Il va falloir se structurer, peut-être se spécialiser sur telle typologie de service à faire dans un premier temps, y aller par étapes. On pourra pas tout faire d'un coup, mais le fait de savoir déjà, ça va pouvoir nous permettre de mettre en place une stratégie, tout un service d'accompagnement client pour pouvoir faire quelque chose de cette data, parce qu'il y en a un paquet. Elle va être fiabilisée, elle va être un peu presque fiabilisée. On va contrôler ce qu'on va avoir, mais on va avoir quelque chose qui est uniformisé, qui va nous permettre d'accompagner le collaborateur, de pouvoir mieux répondre aux clients, et après de se fixer une politique après 2026 avec la facture électronique, qui est un vrai tournant pour les cabinets d'aujourd'hui. Ok. Et du coup, tu vois, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion. Tu vois une direction conseil qui va exploiter toute cette data, tu vois des data analysts qui vont aller taper dans la data
que nos amis éditeurs de logiciels vont nous mettre à disposition. Tu vois les collaborateurs historiques, on l'a dit juste avant, qui vont monter justement sur ces sujets-là, où tu vois un peu de tout ça. Comment tu... Je pense qu'il y aura des créations de postes qui vont se faire après 2026, 2028, 2030, où on va avoir de la data à exploiter. On va en avoir beaucoup. Il y en a certains qui vont savoir le faire, d'autres pas. Mais je pense que ça va permettre de métamorphoser les cabinets, où il va y avoir des nouveaux métiers qui vont être intégrés. Aujourd'hui, te dire lesquels ils sont, je ne sais pas. Ça va vraiment, ça va dépendre de tout ce qu'on va avoir, tous les chiffres, tout ce qu'on est capable d'exploiter dans la facturation électronique, qui est vraiment un ingrédient essentiel, je pense, pour l'IA, où ça va vraiment être une métamorphose là-dessus, quoi. D'accord, ok. Hyper clair. Écoutez, messieurs, on va passer à notre dernière problématique, si ça vous va. On a beaucoup parlé de cette donnée qui va nous être, qui va provenir de l'intelligence artificielle. Peut-être pour toi, Clément, la première question sur ce dernier thème, en fait, c'est finalement quelle est la fiabilité de la donnée qu'on va être amené à utiliser en tant que comptable, expert comptable. Ça, c'est la première question. Et ensuite, quand on va vouloir utiliser la data de nos clients pour régler un problème, comment on va pouvoir protéger cette data? Pour moi, il y a ces deux sujets-là. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que j'ai une bonne vision de la chose? Est-ce que tu veux compléter? Et du coup, comment vous voyez les choses là-dessus chez Penny Lane? Je pense que c'est une bonne vision, ces deux aspects. Sur le premier, qui est pour moi plus un aspect qualité du coup que fiabilité, qui revient un peu au même finalement. Mais de se dire que aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle, elle fonctionne en statistique. C'est-à-dire qu'elle a une probabilité de chance que le prochain mot soit tel mot. Et en fait, tant que cette probabilité n'est pas 100% à chaque mot, en fait, il va y avoir quelque chose où potentiellement à terme, il va y avoir des erreurs. Et ça, justement, les modèles, ils sont en train d'évoluer assez rapidement, mais on sait qu'il y a un plateau de verre où la technologie actuelle, si on reste avec le même algorithme derrière, on n'atteindra jamais 100% de fiabilité. On est plutôt sur un plateau à 94%. En global. Loi normale, presque une loi normale. Ouais, qu'on est en train de se dire que c'est ça ce sur quoi on va pouvoir tendre. Et ça va être dur d'aller plus loin sans une nouvelle innovation technologique du même type. Donc c'est quand même un truc conséquent. Aujourd'hui, on est plutôt vers en global, 85%, je dirais. Donc il y a si toute la donnée d'entrée est bonne, il y a 85% du temps où ce sera la bonne réponse. Et ça part du principe que la donnée d'entrée est bonne. Et ce qu'on disait aujourd'hui, justement, la qualité de la donnée va énormément impacter la qualité de la réponse. Donc, il y aura tout ce travail d'uniformisation. 85, c'est avant facture électronique? Ou c'est de manière générale l'IA sur tous les sujets, pas que la compta? C'est tous les sujets. Là, je parle de la technologie en global. Donc, c'est global. Ouais. Machine learning, quoi. Enfin, un peu l'intelligence artificielle générative et du coup, ce qu'on appelle Large Language Model, qui sont ce qui est derrière ChatGPT. GPT-4o pour les geeks. Ok. Et du coup, sur cet aspect-là, on va avoir un gros travail sur la qualité de données à faire, mais même avec ce 94%, c'est ce que je disais, il va falloir garder en tête que cette fiabilité 100%, elle n'existe pas, et donc il y aura besoin de cette double validation. Et à garder aussi en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui est en train de sortir, c'est un modèle qui s'appelle d'agent. En fait, on va pouvoir lui décrire une tâche, il va pouvoir prendre plusieurs actions à la chaîne. Donc pouvoir dire, pour faire en fait régler le problème de mon client, il va falloir que j'aille consulter telle information, que j'ai rédigé un mail à telle personne, que je rédige un autre mail à telle personne, que je fasse telle information. Il va être capable justement de dire, voilà en fait la liste de choses à faire et quoi faire. Pour fiabiliser la data? Non, justement, c'est ça, moi j'y viens. C'est un acteur. Et vu que c'est un acteur avec plusieurs étapes, à chaque étape de la chaîne, on perd en fiabilité. Ok. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces modèles d'agents où il y a des gens qui sont en train de travailler sur ça, fait que c'est pas encore aujourd'hui là. Par contre, on sait qu'on va pouvoir y tendre de plus en plus. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable parce que là, si sur t'as 10 étapes et que sur 10 étapes, t'as que 85%, en fait, à la fin, ton tuyau, il n'y a plus rien. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui est intéressant et qui débloquera plein de nouveaux cas d'usage, comme je disais. Je pense que ça, on n'y est pas encore, mais on en reparlera sûrement quand ce sera disponible d'ailleurs. Technologiquement, je parle. Et on n'y est pas encore, mais il faut se dire qu'il y a plein d'innovations qui peuvent venir avec une meilleure fiabilité. Et ça, on parle plus sur du 2, 3, 5 ans, je dirais. D'accord. Donc ça viendra en même temps que la facture électronique, je pense. D'accord. Donc ça, c'est fiabilité des données. Ouais.
qui est un gros point. Et le deuxième point, c'est sur la sécurité. Parce que aujourd'hui, si je remets dans le contexte, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais c'était un cabinet d'expertise comptable qui avait mis sur ChatGPT les données financières de leurs clients. J'ai entendu, Ouais. Et en fait, il y a un autre cabinet qui a posé des questions sur quelles étaient les données de clients de l'autre. Et en fait, il a eu toutes les réponses. Parce qu'en fait, ChatGPT, c'est dans sa version gratuite où on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'est pas sûr et serein de où part la donnée. Et en fait, tout l'aspect où vous êtes propriétaire de la donnée de vos clients, en fait, dès que vous envoyez ce message, vous l'êtes plus vraiment. Vous avez partagé la propriété avec un tiers. Et donc ça, c'est super important de se dire que tous les logiciels d'intelligence artificielle que vous utilisez, est-ce que oui ou non, ils garantissent cette protection? Ok. Parce qu'en fait, c'est votre réputation qui est en jeu à ce niveau-là. Donc c'est quand même un point plutôt important. Je rappelle que les experts comptables sont tenus au secret professionnel, donc effectivement, il faut prendre toutes les précautions qui vont bien. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que on voit les collaboratrices et les collaborateurs de cabinet, parfois ils ont le sens du débrouillardisme et de l'autonomie, Ouais. et ils peuvent dans un élan, avoir un peu un moment, une petite impulsion et se dire tiens, je vais aller prendre tel outil sur le truc et je vais aller mettre la data de mes clients, mais sans volonté, de faire mal. Oui. Au contraire, ils Ouais. veulent bien faire. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et c'est là où on voit que côté qualité interne dans les cabinets, c'est hyper important de structurer tout ce flux et tous ces process-là, parce que si chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun dans son coin, ben on arrive à ce que... tu viens de dire, et donc à des gros risques pour nos clients. Donc ne faites jamais ça chez vous. Et justement, c'est pour ça que nous, on veut mettre cette plateforme où que tout l'aspect intelligence artificielle qui aide au quotidien, il soit intégré dans l'outil. Parce que du coup, on peut garantir cet aspect de sécurité où on crée un cocon où en fait cette donnée elle reste sur le logiciel, donc sur Pennyline, là où en fait on a déjà garanti nous de notre côté que vous êtes propriétaire de la donnée et que nous on la réutilise pas, que la donnée elle part nulle part et que vous avez déjà confiance en votre éditeur de logiciel. Donc en fait vous gardez ce même cocon où la donnée existe déjà. Donc ça permet de ne pas l'envoyer partout. Et du coup là-dessus aussi c'est important de voir un peu les gens avec qui vous travaillez sur ces aspects-là. Où tu vois par exemple nous on a Des certifications qui sont très contraignantes, mais qui nous assurent cette sécurité de données. Donc c'est la certification ISO 27001 qui justement vérifie que ces données elles sont bien segmentées entre cabinets, que des données d'une entreprise peuvent pas apparaître sur une autre entreprise. Donc tout ce niveau-là qui est garanti, qui est audité chaque année et qui permet justement de s'assurer un peu la tranquillité d'esprit en tant que... donne du confort en tant qu'utilisateur final, avec les clients aussi. Ok, hyper intéressant. Et nous effectivement, peut-être tu peux en parler, Romain, mais du coup, tout ce qui est un peu... alors, je vais élargir, mais risque cyber, risque de la data, là on parlait du risque data dans le cadre de l'IA. Toi, tu vois les choses comment pour cadrer les choses? Je pense que c'est vraiment important d'avoir le moteur d'IA directement ancré dans le logiciel comptable. On n'est pas ancré, voilà, tout est sécurisé, il y a un vrai backup dessus. Car faut le rappeler, aujourd'hui, on est vraiment à la pointe avec les JO des attaques. Donc, faut vraiment faire très attention avec l'IA. On dit une question un peu ouverte avec un partage de fichiers ou autre, ça peut aller très très vite et ça peut être partagé à tout le monde. Donc là, faut faire très très attention. Donc le fait d'intégrer directement l'IA dans les outils de production, ça va garantir, ça va bloquer un peu toute cette donnée. Après, ce qu'on disait, ça va vraiment être l'enjeu, c'est de faire parler aussi tous nos logiciels entre eux pour qu'on ait vraiment une information financière, comptable, de la pertinente et encore plus individualisée pour le client, quoi. Okay. C'est la vision Pennyline. C'est parfait. et du coup, toi, tu vas mettre en place des process. Comment tu vois les choses pour que justement il n'y ait pas ces erreurs je rassure tout le monde, il n'y a pas d'erreur chez nous là-dessus, mais ça peut arriver et ça peut arriver à tout le monde. Ne soyons pas prétentieux et restons humbles. Ça va vite. Ça va très vite et l'histoire dont tu as parlé, ça en est la preuve. Ça en est la preuve. Et à mon avis, ça devait pas être un petit client et une petite structure, mais bon, peu importe. Est-ce que toi tu vois, là encore on va rejoindre un peu des sujets RH, mais de la formation, de la sensibilisation aux collaborateurs sur le sujet?
Alors, ce qui est important, ouais, c'est de sensibiliser en permanence le collaborateur sur tous les risques qu'on peut avoir, sur le fait que de petites actions qui ne représentent pas grand-chose peuvent mettre en péril vraiment un cabinet et nos clients avec toute la data qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment la sensibilisation, le contrôle, le fait de les former sur ces sujets-là pour voir l'impact que peut avoir telle ou telle action. Et après aussi, c'est toute une campagne, toute une politique IT aussi qui limite un peu l'exploitation de tel ou tel outil, l'exploitation de tel environnement, ne pas aller dessus. Enfin, c'est vraiment, ça va vraiment de pair. Il y a une formation, sensibilisation du collaborateur. On aura beau mettre n'importe quelle politique IT en place, à partir du moment où il restera toujours une petite faille et faut sensibiliser le collaborateur pour le jour où il y est confronté ou le jour où il y a quelque chose, il se pose une question en disant bon, faut que j'aille voir telle personne pour savoir si c'est vraiment bon, quoi. Ok, non, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que sur tout ce qui est donc protection, qualité, est-ce que toi tu voulais rajouter autre chose? Est-ce que vous avez d'autres sujets vous en tête chez Penny Lane, ou est-ce qu'on a globalement fait le tour des sujets? On a globalement fait le tour. Ouais. On essaie vraiment de créer la plateforme sécurisée qui donne la tranquillité d'esprit aux associés du cabinet et qui permettent quand même une flexibilité pour le collaborateur de pouvoir effectuer les actions dont il a besoin au quotidien. Et c'est toujours une balance. Et on essaye de contrôler ça en prenant la sécurité en premier facteur, qu'il n'y ait aucune faille possible. Et après, quelle est toute la flexibilité qu'on peut apporter plutôt que l'inverse. On va toujours prioriser sécurité avant de dire ok, on pourrait utiliser les derniers modèles, etc., qui existent et qui nous augmentent un peu la qualité, mais du coup on prend plus de risques légalement, etc. Vous pouvez aussi nous perdre la confiance que vous avez dans les éditeurs. Donc il y a cet enjeu-là, et la sécurité c'est vraiment notre enjeu premier sur tout l'aspect intelligence artificielle. Ok, et toi Romain, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais aborder ou compléter sur cette thématique un peu? J'avais juste une petite question par rapport à l'exploitation de toute la donnée. Là, aujourd'hui, vous avez intégré l'IA dans votre outil de production avec toute la partie fiscale ou autre, avec entre autres les éditions Francis Lefebvre qui sont sollicitées et le BOFIP qui est sollicité sur vos interrogations. On a que le BOFIP et le PCG pour l'instant. Et du coup, quand vous allez intégrer plus de choses, comment vous allez pouvoir rassurer à chaque fois vous allez indiquer la source, quand il va y avoir des mix de plusieurs sources, comment vous allez le présenter à l'utilisateur pour qu'il puisse faire son travail de contrôle de demain, quoi. Donc aujourd'hui, on essaye au maximum de faire quelque chose comme des papiers de recherche, où c'est-à-dire que chaque phrase qui est donnée par notre assistant doit avoir une ressource qui est citée. D'accord. Donc on essaie d'y tendre le maximum. On n'est pas encore tout à fait là en toute transparence. Par contre, c'est ce sur quoi on veut aller. Et donc si on a différentes sources, de pouvoir dire cette phrase, elle vient de telle source, où le collaborateur va pouvoir cliquer et aller plus dans le détail s'il faut. Donc on aura une liste de sources qui va grandir aussi avec le temps en fonction des nouveaux cas qu'on voit et qu'on ne sait pas traiter. Et du coup, de bien faire un gros travail de citation à ce niveau-là. Ok. Écoutez, je pense que maintenant est venu le temps de conclure. Moi, je voulais vous remercier tous les deux pour la qualité de la discussion, pour tous les insights et les inputs que vous avez pu donner à nos auditrices et nos auditeurs. Je pense que au travers des thèmes qu'on a traités, donc je rappelle, c'est le périmètre sur lequel l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider dans le secteur de la comptabilité. C'était le premier thème qu'on a traité. Le deuxième thème qu'on a traité, c'est quels vont être les impacts niveau RH, niveau soft skills de l'IA dans le secteur de la comptabilité. Et le troisième thème qu'on a traité, pour les rediffusions, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est la protection de la donnée, la qualité de la donnée et tout ce qui va être un peu sécuritaire autour de l'IA. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à nos auditrices et nos auditeurs qui ont regardé ce podcast. Et pour retrouver les supports, www.impulsa.fr, où j'ai oublié Hugo. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver toutes les ressources dans les liens en description de la vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye.